bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Event Again. Toute l'équipe a grand plaisir de vous retrouver, évidemment. Nous sommes le jeudi 6 mai en direct depuis les superbes locaux de Meetings. Les sympathiques techniciens d'Eurosonos sont en place pour la réalisation de notre webinaire. Event Again, toujours à vos côtés pour vous, professionnels du secteur de l'événementiel, pour vous représenter, vous informer et vous protéger. Un programme dense aujourd'hui puisque nous n'aurons pas moins de 5 invités, dont un binôme. C'est pour cette raison notamment que vous retrouverez l'actualité de votre association en fin d'émission. Tout d'abord, nous serons accompagnés de Sylvain Douce, directeur général du Centre de Congrès de Lyon. Pour la séquence, on vous donne la parole. Nous donnerons aussi la parole à Lucie Durieux et Céline Paravi-Atlan. Elles viendront témoigner de la création de l'association La Clé, qui réunit les gestionnaires des lieux événementiels. Deux grands témoins se succéderont sur le plateau d'Event Again. Le premier nous vient de l'Olympique Lyonnais, club de football, toujours en course pour un final de folie en Ligue 1. Xavier Pierrot est directeur général adjoint en charge du stade et du projet Arena chez OL Group. Nous l'interrogerons à distance sur le fonctionnement du stade en période de pandémie. Puis nous irons à la rencontre du responsable marketing communication corporate chez Biomérieux, entreprise bien connue de diagnostic in vitro. Avec Christophe Cabrol, nous verrons comment le groupe traverse cette période sur le volet événementiel. Et puis en fin d'émission, une manière de patienter avant l'ouverture très prochaine des salles de spectacle avec la séquence artistique menée avec brio par notre duo de Lulu sur la colline pour une nouvelle performance en live. Webinaire Event Again numéro 15. On passe tout de suite à la rubrique « On vous donne la parole ». Et oui, sous des applaudissements nourris sur le plateau Event Again, une fois n'est pas coutume. Avec moi Marion pour conduire cet échange en compagnie de Sylvain Douce, directeur général du Centre de Congrès de Lyon. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous pour ce temps d'échange. Sylvain, je vous propose déjà de vous présenter et puis en quelques mots, quelques chiffres aussi, ce que représente le Centre de Congrès de Lyon. Bonjour, merci déjà de m'inviter. Donc Sylvain Douce, donc je suis directeur général du Centre de Congrès de Lyon, mais on a l'habitude nous aussi de travailler dans le collectif. Donc je représente l'ensemble des sites lyonnais du groupe GL Events, Lyon for Events, donc Eurexpo, la Sucrière et le Madmus Stadium. Alors que représente le centre de congrès en termes d'activités? Beaucoup d'activités, alors un peu moins ces derniers mois. Un peu oui, moins. j'imagine, oui. Mais voilà, donc c'est un des acteurs de promotion du territoire. C'est vrai qu'on travaille toujours beaucoup, plus qu'un site, on travaille pour une destination. Donc on travaille pour Lyon et notre objectif vraiment c'est de valoriser la destination et la métropole. Très bien. Alors, une première question d'entrée, presque politique si j'ose dire. Votre sentiment sur le calendrier de reprise annoncé par le gouvernement? Alors on va le rappeler, jauge de 800 en intérieur au 19 mai, jauge de 1000 personnes avec un pass sanitaire le 30 juin, si j'ai bien compris. Voilà, qu'est-ce que vous en dites pour vous? Et puis on complétera avec Marion sur d'autres questions, d'autres aspects à ce niveau-là. C'est génial, c'est une très bonne nouvelle, porteuse d'espoir. Donc beaucoup de choses à faire. Après, évidemment, on attend encore des précisions, comme beaucoup d'acteurs, en particulier pour la gestion aussi des équipes vis-à-vis de ce pass vaccinal. Mais peut-être on en reparlera. Mais c'est d'abord une bonne nouvelle, porteuse d'espoir. Alors, nous, on avait quelques questions justement quand on parle de message d'espoir. Qu'en est-il du business au centre et que va-t-il se passer sur la fin de l'année et sur les années à venir? Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas qu'à la fin de l'année. Dès le mois de juin, on a de l'activité à Eurexpo. On a des événements aussi au centre de congrès, Fédération française du bâtiment, CAPEP pour ne citer que. On a plusieurs événements. La Sucrière qui rouvre son exposition et pour nous, c'est aussi une excellente nouvelle. Donc dès le mois de juin, on sera au rendez-vous des événements. Après, évidemment, la montée en charge, elle sera bien plus tard, avec des vitesses de reprise un petit peu différentes. Sur Eurexpo, c'est la grande nouvelle. On a un enchaînement même jamais connu, inédit, de grands événements avec Polytech, le CIRA, Equita, Global Industries qui vont s'enchaîner. CIRA, du coup, on est sur quelle période? Parce que ça a changé plusieurs fois de date, si on peut le rappeler. Septembre. Septembre, d'accord.
septembre. Et septembre aussi pour Global Industries, début. Donc c'est un bel enchaînement, mais en tout cas un bel espoir aussi pour tous les acteurs de l'événementiel, parce que ça va faire travailler du monde. Donc voilà, sur le Eurexpo, on attaque très fort dès le début de septembre. Sur le centre de congrès, on reprend aussi relativement fort. Il manque encore quelques événements, les événements internationaux qui n'arrivent pas tout de suite. Ils arrivent quand, les événements internationaux ? Ils arrivent quand ? Alors effectivement, donc, à partir du mois de septembre et jusqu'en décembre, sur le centre de congrès, il y a une belle montée en charge. On arrivera à date. On a l'habitude de commencer nos phrases par à date. On finira l'année avec une activité sensiblement la même que les autres années, bien que effectivement l'international nous manque encore sur cette fin d'année. On va dire que c'est à partir du mois de mai que vraiment les événements internationaux européens reviennent. Et 2022 s'annonce être une très bonne année. Et même sur les événements internationaux, puisque c'est vrai que des congrès qui se travaillent plusieurs mois, plusieurs années à l'avance, ont été reportés. Et ça promet justement de belles années en 2022 et 2023, tous ces beaux reports. Alors, si on revient maintenant à une temporalité plus courte, je dirais, sur mai-juin, peut-être un mot sur le protocole sanitaire mis en place par le centre de congrès, sur la jauge, voilà, peut-être jusqu'au 30 juin. Comment ça se passe en fait ? Alors, encore une fois, on attend, comme tous les acteurs du milieu, on attend les décrets d'application, on attend des précisions là-dessus. Aujourd'hui, on est malgré tout assez serein pour accompagner nos clients et nos partenaires. Pourquoi assez serein ? Alors déjà, parce qu'effectivement, jusqu'au 9 juin, les jauges sont relativement serrées. Mais aujourd'hui, sur le centre de congrès Eurexpo, en tout cas, on n'a pas d'événement, à part peut-être des concours. En revanche, sur la deuxième phase, finalement, on est assez proche de ce qu'on a vécu en septembre-octobre. Et on a démontré sur nos sites, que ce soit avec Natexpo, Sierra Green, Patrimonia, Sido, en septembre et octobre de l'année dernière, on a tourné avec des protocoles qui étaient bien préparés. Depuis, on a été certifié également Safe and Clean par un organisme qui s'appelle l'APAV. Donc on est vraiment structuré, on est... Qu'est-ce que ça veut dire, cette labellisation ou En fait, les sites lyonnais du groupe GL Events ont été audités et visités, certifiés, en regardant tous les protocoles qu'on avait en place, mais aussi la façon de les faire vivre, ces protocoles, parce qu'évidemment, d'un mois à l'autre, et des fois d'un jour à l'autre, il a fallu s'adapter. On revoit le référentiel, c'est ça, on actualise en fait, et on progresse aussi, sans doute, pour sécuriser l'accueil. Et on a des grilles avec des grilles de responsabilité d'acteurs qui nous permettent d'être réactifs. C'est pour ça que quelque part, on préfère avoir les annonces à l'avance, mais on saura s'adapter. Oui, pour anticiper. Mais le maître mot, c'est quand même rassurer aussi, j'imagine. Oui, être rassurant, et ça, il y a quand même une bonne dynamique aujourd'hui. Au niveau de la restauration, quelques mots. Je ne sais pas si tu en sauras plus que nous, mais c'est vrai que tout est encore un petit peu flou. Comment vous anticipez ça sur les demandes de restauration que vous avez sur les événements à partir du mois de septembre ? Alors à partir du mois de septembre, on est très confiant. Alors d'abord, au départ, on travaille beaucoup avec nos partenaires à traiteurs, évidemment, puisqu'on ne travaille pas seul. On a des traiteurs partenaires qui nous aident et on travaille ensemble sur la gestion des flux, sur vraiment le marquage au sol pour garder la distanciation. Aujourd'hui, d'après les annonces et les interprétations qu'on en fait, parce qu'encore une fois, rien n'est écrit, on se calerait à l'organisation prévue pour les restaurants. Donc d'abord une phase à l'extérieur, puis à l'intérieur avec une jauge à 50% et une jauge à 100%. Donc à la lecture des textes, en tout cas, déjà à fin juin, on est à 100% à l'intérieur, assis. Donc déjà, de ce point de vue-là, pour la restauration assise, a priori, à fin juin, on est bon. D'accord. C'est un bon signe pour septembre. C'est un très bon signe. Sur la partie debout, c'est un peu plus sensible. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus flou. Mais aujourd'hui, nous, la façon dont on raisonne, on raisonne encore une fois comme on l'a fait en septembre-octobre, c'est de prévoir des gestions des flux au niveau des buffets, un service qui est fait par les équipes et non pas par les clients, et de prévoir finalement une sorte un endroit où les clients vont être arrêtés, ne vont pas circuler pendant le cocktail, donc installer des manches debout en faisant en sorte que les personnes soient l'une et l'autre en face. On est même allé jusqu'à mettre des croix au sol en septembre-octobre, donc je suis convaincu qu'avec les bons partenaires traiteurs que nous avons, on trouvera les meilleures solutions. Le service des traiteurs de France, dont on fait partie, travaille vraiment sur un protocole qui soit extrêmement sécuritaire pour tous les invités, en partenariat aussi avec les lieux. Oui, parce qu'en fait, finalement, on ne gère plus des flux. Enfin, en tout cas, à court terme, c'est un peu ça le changement. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes dans des positions fixes, d'une certaine manière, qu'il faudra sans doute servir aussi, éviter le
le moins de circulation possible. C'est tout le sens de ces protocoles. C'est ça, aujourd'hui, c'est gérer le mouvement, parce qu'il y a quand même du mouvement. Ça, c'est notre métier, de gérer le mouvement, mais effectivement, gérer un peu plus la gestion l'immobilisation des personnes. Mais sur le mois de septembre, on est quand même beaucoup plus confiant à la lecture des textes aujourd'hui. Oui, puis on saura maintenir un côté convivial aussi sur ce type d'événement, parce que c'est la base quand même. À l'image de votre collectif Event Again, finalement, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois aussi avec les équipes de traiteurs, je le redis, parce que c'est un travail collectif. Et on s'est déjà réunis tous ensemble il y a un an maintenant, et régulièrement, pour trouver les solutions ensemble, parce qu'ensemble, ça marche toujours mieux. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort. Alors évidemment, il s'est passé des choses quand même. Il y a eu une actualité relative, évidemment, compte tenu des contraintes sanitaires sur l'année écoulée. Mais il y a eu quand même un certain nombre d'actions. Alors, j'entends parler d'actions solidaires, de digitalisation des événements. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors déjà, je vais avoir une pensée effectivement sur l'année qui s'est écoulée, parce que comme tous les acteurs de l'événementiel, il y a eu beaucoup d'activités partielles et ça n'a pas forcément été évident pour les équipes. Donc ça, dans un premier temps, il y a eu cette gestion-là qui est toujours difficile, et je pense aux collaborateurs par rapport à ça. Mais effectivement, on a pu s'animer sur différents sujets. On a travaillé, on a accéléré parce qu'on était déjà au rendez-vous, mais on a pu accélérer la digitalisation et on a fait des beaux événements en ce sens. On a pu recevoir en digital des événements tels que l'AGFIP, l'EFAP et Biomérieux. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il vient tout à l'heure, mais effectivement, on a pu avoir un beau challenge avec. C'était quand même un gros événement, un moment important de la vie du centre de congrès cette année. Ah oui, complètement. C'était l'amphithéâtre pour ceux qui le connaissent, ou la salle 3000 pour les Lyonnais, était complètement configurée en studio télé avec des cabines de traduction. C'était quand même rediffusé dans plus de 40 pays, près de 14 000 collaborateurs avec 7 000 connexions simultanées. Donc il y avait plusieurs périodes de retransmission. Et puis de toute façon, c'était une belle fête parce que sur cette période-là, tous les événements où on se retrouvait, c'était une fête. Donc voilà, on a pu éprouver vraiment ça. Et cette digitalisation, je suis convaincu que, alors déjà, moi je suis convaincu qu'elle remplacera pas le présentiel. Oui, l'avenir, quelle est votre vision peut-être pour finir en fait? Ma vision, c'est qu'on a une envie furieuse de se retrouver. On est tellement content de se retrouver même sur ce plateau. J'ai aucun doute sur le fait que le présentiel reviendra. Par contre, ce sera un plus d'avoir ce digital, et finalement, demain, plutôt que de recevoir un événement de 3000 personnes au centre de congrès, ce sera un événement de 10 000. Il y en aura 3000 sur place et 7000 chez eux ou sur d'autres centres peut-être. C'est ça. Petit mot aussi sur les actions solidaires que vous avez menées. Vous n'avez pas tout dit, je crois. Il y en a d'autres, il me semble. Oui, on a fait plusieurs actions sur tous les sites. On a eu par exemple des actions avec l'EFS de don de sang. Ça a été au Matmut Stadium et récemment au centre de congrès de Lyon. On a la chance d'avoir des équipes extraordinaires qui se mobilisent autour de ça, et c'est vrai que ça donne du sens aussi en ce moment, c'est important. Les équipes en décembre ont fait des masques pour les enfants du secours populaire. On a travaillé sur la redistribution alimentaire aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé un peu plus loin. Plus que de redistribuer des produits que malheureusement on n'avait pas distribués, on a aussi été avec, je pense au Chaînon Manquant, qui est une association que je cite, qui fait un travail extraordinaire. Mais on a été avec eux. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, des collaborateurs, toutes les semaines, vont avec eux pour faire la redistribution et voir vraiment comment ça fonctionne, et puis pour nous améliorer aussi. Et puis on se projette aussi dans l'avenir, dans la reprise. On en parle beaucoup, les problèmes d'effectifs qu'on va avoir sur la rentrée. Quand je parle de tous les événements qu'on va avoir en septembre, il va falloir trouver des effectifs. Je sais que dans la restauration, c'est pas facile, mais dans d'autres secteurs aussi. Et j'y vois aussi une opportunité, finalement, c'est de travailler plus sur l'insertion. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec la Maison métropolitaine pour l'insertion par l'emploi, la MMIE, qui nous aide, nous et nos prestataires, à favoriser l'insertion, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de travailler aussi. Donc, voilà, on est vraiment dans cette démarche-là. Très bien. Et peut-être pour continuer là-dessus, pour conclure et continuer là-dessus, voilà, fort de toutes ces démarches. J'avais prévenu qu'il était un peu bavard. Non, c'est très bien. Je l'avais dit aussi. Non, mais c'est vrai que fort de toutes ces démarches-là et inspiré aussi par des collectifs tels que Event Again, tels que La Clé, qui parlera après. Donc on va parler juste après. C'est vrai qu'on souhaite vraiment que ça reste, cette dynamique-là, et demain on va tous remonter sur notre vélo et avoir le nez dans le guidon, et c'est important que ça reste. Donc au centre de congrès, d'ici à la fin du mois, on va ouvrir un tiers-lieu collaboratif qui sera complètement ouvert. Donc c'est une annonce là pour le coup. C'est une annonce à la fin du mois. Voilà, et les adhérents d'Event Again seront adhérents de fait. C'est une adhésion, alors c'est facile, c'est une adhésion gratuite. L'idée du lieu, c'est un lieu complètement ouvert. Ce sera la passerelle des acteurs de l'événementiel responsable. Et l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver
tous ensemble pour parler d'ISO 20121, qu'on puisse parler d'engagement et qu'on trouve des solutions. Donc vous êtes tous invités, acteurs de l'événementiel responsable, à la fin du mois, au centre de congrès. Eh ben, très bien. Super, très belle démarche. Eh ben, merci beaucoup Sylvain pour votre témoignage. Nous vous souhaitons plein d'activités pour les prochains mois. Merci beaucoup Marion. Et puis je vous propose de continuer toujours dans le principe de on vous donne la parole avec tout de suite nos prochains invités. Voilà, vous pouvez enlever vos masques. Parfait. Olivier, tu peux enlever ton masque. Bienvenue. Ben oui. Pardon. Ouais, non, mais très bien. Regardez, merci Olivier m'a donc rejoint pour mener cet entretien. Nous accueillons donc un binôme, je vous en ai parlé en introduction. Bonjour mesdames. Et bienvenue sur le plateau d'Event Again. Lucie Durieux, vous êtes directrice associée à l'Embarcadère de Lyon, lieu d'organisation d'événements professionnels bien connu, mais je le rappelle quand même. Et puis Céline Paré-Atlan, vous êtes directrice de Ma Pièce, en un seul mot, tout attaché, et vous proposez un service de maison d'hôtes pour les entreprises. Alors, les lieux événementiels ont donc décidé de se fédérer au sein d'une association dénommée La Clé, dont le sigle veut dire Collectif des lieux événementiels. Alors, quelle est la genèse de cette association La Clé, mesdames ? Alors, d'abord, merci de nous avoir invités pour qu'on puisse, avec Lucie, vous parler de La Clé. Donc, La Clé, la collectif des lieux événementiels, a été créée par d'abord un petit groupe de gestionnaires de lieux parisiens. Ils sont 5 à Paris. Comme nous, ils ont commencé à réfléchir dès la fin du premier confinement à comment est-ce qu'on pouvait fédérer et en tout cas mettre en lumière notre métier, puisque les lieux d'événements, les gestionnaires d'événements et de lieux comme nous, on est le premier maillon de la chaîne de la filière événementielle. On valorise aussi le patrimoine de nos villes avec nos espaces. Donc ils ont réfléchi, ils ont créé donc La Clé en novembre 2020. Moi j'ai été contactée par Denis, qui est trésorier du bureau de Paris, en me demandant si ça nous intéresserait de pouvoir réfléchir à faire un petit collectif aussi à Lyon. Et donc on s'est regroupés, nous, d'ici la fin de l'année. On était 8 à peu près, hein, c'est ça Lucie. Et on s'est dit, banco, on y va. Et du coup, on a vraiment créé l'antenne La Clé Auvergne-Rhône-Alpes en janvier. Et aujourd'hui, on est 30 lieux adhérents. Donc la collective de lieux événementiels, elle a vraiment pour objectif de, ce que j'ai, de mettre en lumière notre métier, de évidemment nous fédérer. Mais Lucie reviendra un petit peu sur ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et demain. Et l'idée, c'est que La Clé est vraiment une association nationale, avec d'abord ce bureau parisien, le bureau maintenant lyonnais, avec la volonté aussi d'avoir une visibilité, je dirais, sur l'ensemble de notre territoire, puisque Bordeaux est en train d'ouvrir aussi La Clé, et il y a aussi Nice qui est dans les tuyaux. On est en train de regarder du côté de Strasbourg, donc en fait ce qui est intéressant sur La Clé, c'est aussi cette fonction nationale, et on va pouvoir aussi avoir une visibilité sur le territoire qui sera beaucoup plus importante. On est ravis, mesdames, de vous avoir, parce que dès le départ, vous avez été avec nous. C'est facile maintenant de dire tout ça, mais au départ, octobre, novembre, on s'est quand même tous retrouvés dans cet état un peu compliqué de deuxième, troisième, etc. Vous avez été avec nous, on s'est vite rencontrés pour discuter, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc on est ravis de vous accueillir sur le plateau. Donc, oui, il y a des chiffres intéressants. Vous êtes 30 lieux sur la région, on va dire. Sont des lieux intermédiaires, sont des lieux... Alors avant, il y avait le grand frère, GL, avec ses grands sites. Est-ce que ce sont que des lieux intermédiaires ou il y a aussi un petit peu de tout ou... Alors en fait aujourd'hui... Tu ne parleras pas, c'est une... Si, je vais lui laisser la parole parce qu'elle a plein de choses à dire, et d'ailleurs on a bien réfléchi à ce qu'on allait se dire et vous dire surtout. Donc en fait aujourd'hui il y a un petit peu tout type de lieux. Il y a des lieux indépendants, il y a des lieux qui sont de petite taille, de grande taille. L'Embarcadère fait partie des lieux les plus importants sur La Clé, et on a cette volonté de continuer à faire de la cooptation sur La Clé pour justement, et on en discutait tout à l'heure avec Sylvain, pouvoir ouvrir La Clé à d'autres lieux pour justement continuer à pouvoir partager, avoir toutes nos problématiques, puisqu'en effet on n'a pas les mêmes problématiques quand on a un petit lieu de taille ou de grande taille comme pourrait être par exemple Ma Pièce, mais en même temps on a aussi cette possibilité de partager et notamment de mettre en lien et en connexion nos bonnes pratiques. Alors est-ce qu'on peut donner quand même des chiffres de la filière ?
Lucie, c'est Tout à l'occasion fait. pour vous. Tout à fait. Alors, quelques chiffres sur la clé. C'est important de comprendre que la clé, ça rassemble une soixantaine de lieux. Donc, comme le disait Céline, une trentaine à Lyon. Donc, on est très actifs. Ces 60 lieux au national, ils sont représentatifs de plus de... En fait, c'est 60 gestionnaires de lieux qui représentent 220 lieux. C'est-à-dire que certains gestionnaires, comme ma pièce d'abord, et puis comme d'autres interlocuteurs comme Château Forme à Paris, gèrent une multitude de lieux, Oui, ce qui fait que... en fait, de lieux qui Tout- fait que tout à fait. finalement, il y a beaucoup de monde. Tout à fait. Ces 220 lieux, il faut savoir que ça rassemble à peu près, ça représente à peu près 100 000 mètres carrés d'espace D'accord. événementiel, Il y a de quoi faire. ce qui est largement significatif à l'échelle du national, et environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, il y a un certain significatif, poids économique. Et tu as une tout à idée fait. du nombre d'événements? Non, c'est... Alors, on n'a pas Question piège, là, un consolidé peu. l'information, Mais mais, c'est je garde en Mais tête. ouais, il doit y avoir Je quand même garde. un sacré paquet d'événements. Je là. garde. Alors, revenons-en à l'association, si vous voulez bien. Quels sont les objectifs et les actions concrètes que vous avez prévu de mettre en place ou qui ont déjà été mises en place ? Alors là-dessus, il faut savoir qu'il y a une lecture qui est à deux niveaux. Le moteur est à Paris, le moteur est là avec des objectifs très clairs, D'accord. d'agir pour nous faire avancer dans ce contexte d'urgence économique. Il est là également pour défendre les intérêts et nos spécificités métiers. Il y a un troisième volet qui consiste à valoriser le savoir-faire auprès des organisateurs. Ça, c'est nécessaire dans la période. Et puis d'échanger avec d'autres organisations professionnelles, qu'elles soient Event Again avant tout, et puis l'UNIMEF d'autre part, et ou directement en relation avec le gouvernement pour avancer d'un seul tenant comme représentant des lieux événementiels. Ça, c'est au niveau national. Et puis, on a la chance à Lyon d'avoir, comme Céline l'évoquait au début, su se rassembler de manière très fraternelle. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. On est pourtant tous concurrents. Mais dans cette crise, il s'est créé quelque chose de très particulier. Une trentaine de lieux actifs, ce qui est important à l'échelle de la ville et ou de la région, qui ont su mettre en place des actions très concrètes. Alors, notamment parce qu'on a une petite équipe et qu'on tient à remercier avec Céline aujourd'hui, qui travaille dur pour coopter, pour faire rentrer plus de monde dans l'association, qui s'attelle aussi à avoir déjà mis en place un éductour, donc très concrètement qui nous permet de mieux nous connaître les uns et les autres, de mieux connaître les spécificités et d'engager certains rebonds une fois que les clients seront là pour travailler un peu mieux main dans la main. En termes d'action, il y a tout un panel de choses à évoquer aujourd'hui. Ça va du plan de communication pour relancer de la même manière les spécificités de notre métier et les échanges et ou le savoir-faire qu'on saura mettre en avant. La clé, elle organise également les lundis de l'INSPI. Ça a lieu une fois par mois. C'est l'intervention d'un expert, alors sur le sujet du digital, sur le sujet de la RSE ou autres sujets qui nous permettent de nous professionnaliser, d'en savoir plus et puis d'être tous nombreux à partager et à avancer sur des sujets qui sont clés dans justement cette C'est le cas de période. le dire. Voilà par exemple pour certaines actions concrètes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lieux qui nous écoutent et qui ne sont pas membres de la clé, mais Eh oui. moi je vous invite à être membre parce qu'elles sont super péchues, vous devez vous en rendre compte, super dynamiques, elles maîtrisent leur sujet. Et je reviens sur une chose que tu as dit, Lucie, qui est fondamentale, et je trouve depuis le début, que ce soit au niveau de chaque métier de notre filière ou intermétier, il s'est développé, c'est vrai, une relation au-delà de la concurrence entre nous tous qui est assez formidable. Et je pense qu'on en sortira tous beaucoup plus forts grâce à ça. Voilà, on va essayer en tout cas. Mais c'est bien parti. Alors, c'est un peu la trame de notre émission. Il y a eu des annonces gouvernementales sur les jauges, la reprise progressive des événements, des manifestations. Évidemment, vous êtes directement concerné et impacté par ces annonces. Quel regard, rapidement, vous pouvez porter sur ces annonces et notamment aussi en termes de restauration pour justement des lieux qui sont de taille intermédiaire, sans jugement de valeur, sans connotation, évidemment? Alors c'est sûr que c'est exactement ce qui a été dit préalablement par Sylvain. Nous aussi on attend les décrets, voilà, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'effets, même d'annonces, même si du coup ça nous a donné beaucoup de, enfin un peu de lumière. Pardon, Céline, mais c'est un peu le cas depuis le début, cette course au décret. Oui, mais du coup en tout cas, Non, mais là voilà, aujourd'hui il y a une lumière. Il y a une vraie lumière quand même au bout du tunnel. On a le sentiment que les choses bougent. En effet, au niveau des jauges, on a évoqué ce qui pouvait être fait. Donc, dans nos lieux, nous, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'à partir du 19 mai,
on pourra reprendre de l'événementiel, mais par contre, on ne pourra pas faire déjeuner nos clients. Donc, c'est un petit peu complexe. Et puis, pour l'instant, on est sur un événementiel extérieur avec des déjeuners qui sont en extérieur et assis. À partir du 9 juin, on va pouvoir avoir une jauge un peu plus importante, ce que disait tout à l'heure Sylvain, mais toujours avec des déjeuners assis à 50% en table de 6 et à l'intérieur. Et en fait, on sent que les choses vont vraiment bouger à partir de fin juin, où là, on aura plus de facilité à pouvoir accueillir nos clients, tout en sachant, comme le disait aussi tout à l'heure Marion, la difficulté, notamment pour les lieux qui sont de taille un petit peu plus importante et qui vont prendre de la soirée. Ça sera compliqué de faire des cocktails debout avant le 30 juin. Donc voilà, donc on attend un petit peu les décrets, on attend que tout soit un petit peu plus clair, parce que même pour nos clients et les donneurs d'ordre, aujourd'hui on a beaucoup d'appels parce qu'il y a une espèce de confusion. Ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire par faire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis lundi, le téléphone se remet à sonner et on sent que ça bouge et il y a plein de choses positives qui arrivent. C'est vrai, il y a quand même un petit peu d'appels, ça bouge. J'espère que de votre côté aussi. Juste une chose, on parle depuis tout à l'heure des jauges, etc. On a fait passer à tous les membres de l'association les mails de l'Unimev, les mails du Sympaz. Donc, si jamais, avec toutes ces informations, de façon écrite, si jamais vous ne les avez pas, vous nous contactez sur le mail qu'on affichera à la fin de la session et on pourra vous les envoyer. Mais je pense que chacun de vous les a. Voilà. Pour conclure, les modalités, peut-être pour adhérer justement à la clé, puis il y a un site internet, je crois, on peut le citer aussi. Très facile. C'est pas la bonne information sur l'écran, mais allez sur le site de la Clé Community. Vous trouverez les informations, notamment un volet sur lequel vous pourrez rebondir sur le formulaire d'adhésion. Okay. N'hésitez pas sinon à vous rapprocher de Céline ou moi, bien sûr, pour quelconque information. L'adresse du site, peut-être www. La Clé Community. Ok. Voilà, la tout clé, simplement. C'est bien référencé déjà. Voilà. Vous trouvez sur LinkedIn et via LinkedIn, vous pouvez nous envoyer des messages en MP. Il n'y a aucun souci, on se chargera de vous faire passer toutes les infos pour l'adhésion. En tout cas, c'est un joli collectif avec une vraie volonté de le pérenniser sur le temps, voilà, pour que ça fasse du sens pour chacun de nous et qu'on soit encore plus fort et unis. On a le même projet, donc on le mènera ensemble. Carrément, c'est votre projet. En tout cas. Oui. C'est pénible, les trois trucs en plexi, là, on s'entend plus. Ça va passer, vivement qu'on les vire. Merci Lucie et Céline de nous avoir présenté l'association Clé, qui, je le rappelle, fédère les gestionnaires des lieux événementiels. Merci Olivier aussi. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la page actu qui sera très dense, notamment au niveau d'Event Again. On passe tout de suite à l'autre rubrique, notre grand témoin. Anne Pro m'a rejoint pour conduire cet échange. Prost, pardon, qu'est-ce qui me prend Alain Prost, je mélange tout. Pourtant, c'est Xavier Pierrot qui est directeur général adjoint en charge du stade et du projet Arena chez OL Group, qui doit être en ligne avec nous. Xavier, est-ce que vous nous entendez ? Parfait. Bonjour Xavier, vous avez un magnifique fond d'écran derrière vous. C'est un projet, qu'est-ce que c'est derrière vous ? Oui, c'est pour l'instant un projet, mais cette période un peu particulière nous a permis de bien le faire avancer et on espère que rapidement ça se concrétisera. C'est le projet d'OL Valley Arena qui devrait, on l'espère, commencer ses travaux début 2022 et être livré avant la fin d'année 2023. Alors, quel est votre métier ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que directeur général adjoint justement en charge du stade et du projet Arena chez OL Group ? Alors le métier est très large et surtout dépend des périodes. J'avais un métier bien différent il y a 14 mois et celui qui s'est passé depuis 14 mois. Habituellement, je suis en charge de tous les événements qui se déroulent à l'intérieur du Groupama Stadium, sur les parties réceptives, billetterie, sécurité, exploitation technique du bâtiment. On a une équipe de 70 personnes permanentes et les soirs de grands matchs ou de grands concerts à l'intérieur du stade, c'est la coordination de plus de 3000 personnes. Et toutes ces personnes, que ce soit les permanents ou les personnes qui travaillent les soirs d'événements, on a une grosse pensée pour eux depuis ces 14 mois, puisqu'on les croise malheureusement très peu. Je me suis totalement retrouvé dans les propos de Sylvain qu'il a pu tenir tout à l'heure. C'est une période très difficile qui, je l'espère, est en train de se boucler pour l'Olympique Lyonnais, mais pour tous ses prestataires, pour les traiteurs, pour les agences d'intérim, pour les agences événementielles. Et donc, on a hâte de tous se retrouver dans ces lieux événementiels sur la métropole lyonnaise. Alors, bonjour Xavier, merci d'avoir répondu à cette invitation.
Donc ma première question est comment avez-vous vécu cette période compliquée au niveau de l'événementiel au Grand Stade ? Bonjour Anne, merci de l'invitation. Alors cette période, on l'a vécue de près puisqu'elle a démarré pour nous en février 2020 avec ce match contre la Juventus de Turin et on ne savait pas si on pourrait le faire ou pas. Donc il a pu avoir lieu et 15 jours après, un vendredi matin, on devait accueillir Reims le soir même et on a appris que le match ne pourrait pas se faire et je réunissais les équipes pour le match du soir et je leur dis, bon écoutez, on part pour 3 semaines, un mois. Et en fin de compte, on en est à 14 mois. Il y a eu une petite éclaircie sur cet été, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et donc, on est clairement à l'arrêt. Voilà, je me suis retrouvé dans vos 3 invités précédents. Il ne se passe pas grand-chose. On attend les décrets, on écoute des annonces, on essaye de se battre, de mettre en place des protocoles sanitaires, on les teste, on nous demande de les modifier sans savoir d'ailleurs si c'est efficace ou pas. On participe à des réunions de travail pour être site pilote, pour comprendre comment le virus pourrait circuler dans des enceintes de plein air. Et puis, on nous dit qu'il faut 4 mois pour mettre en place des protocoles sanitaires. On travaille avec nos prestataires, bien évidemment avec nos traiteurs, pour qu'on ait des protocoles prêts à la reprise. Mais c'est quand même un grand stop qui est arrivé, surtout que le stade a fêté ses 5 ans en début d'année. Et donc, on était dans une phase de croissance permanente. Mais par contre, ça a permis, et parce qu'on a un actionnariat fort, un président innovant qui va toujours de l'avant, de travailler ce projet qui est derrière moi, d'OL Valley Arena. Les travaux aussi du pôle de loisirs d'OL Valley ont avancé et ça va permettre au groupe olympique lyonnais et à ses activités connexes de reprendre plus fort quand les portes vont s'ouvrir un peu plus grand. Sans doute le 9 juin, on l'espère, pour le pôle de loisirs. Et puis on espère rapidement pour des matchs de foot, même si Sylvain l'a bien précisé, tant qu'on n'a pas les décrets, on ne sait pas ce qui va se passer réellement pour cet été. Exactement. Alors, comment vous êtes-vous réinventé pendant cette période ? Est-ce que vous avez lancé des offres différentes ? Est-ce que vous avez lancé des événements hybrides, des événements en petit comité à l'intérieur du stade ? Comment vous avez envisagé les choses ? Alors d'abord, OL Group est très présent pour des activités solidaires, pour des formations, et donc toutes ces activités-là pouvaient continuer. C'est les seules qui étaient autorisées dans les ERP tels que le Groupama Stadium. Donc on a été Pardon Xavier, ERP, qu'est-ce que ça veut dire ? Un établissement recevant du public, excusez-moi, pour le terme un peu technique. Et c'est vrai que c'est ces établissements qui depuis plusieurs semaines sont fermés, mais ont des conditions d'accueil pour de la formation, pour des événements solidaires. Donc on est allé encore plus avec nos salariés qui étaient soit au chômage partiel, soit dans des baisses d'activité importantes. À l'encontre, on a participé avec notre fondation Olympique Lyonnais auprès des quartiers en difficulté. On est aussi intervenu auprès des étudiants. On a fait, tout comme le Matmut Stadium à Gerland, également le don du sang à l'intérieur du Groupama Stadium. Donc on a vraiment fait beaucoup d'activités de ce type. On a la chance d'avoir des équipes formidables à OL Images avec la chaîne de télé, et donc on a pu utiliser leurs moyens pour faire des séminaires à distance, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Et puis on a réfléchi et préparé l'avenir, puisqu'on est dans cette phase, comme je l'ai dit précédemment, de croissance. Et donc on a fortement fait avancer ce projet d'Arena. Alors justement, bravo pour la mise à disposition de ce grand stade en version vaccinodrome. Allez-vous continuer de proposer cette offre ? Et qu'est-ce qu'il en est ? Puisque des gens sont heureux d'être allés dans ce stade pour une autre activité. Ils ont redécouvert le stade et auront certainement envie d'y retourner pour d'autres événements. Donc, qu'est-ce que vous envisagez concernant l'aspect vaccinodrome ? Et puis, on peut peut-être refaire l'historique, c'est-à-dire que vous avez mis à disposition le stade pour le en tant que vaccinodrome. Il y a combien de temps déjà ? Il y a un mois, non ? C'est ça ? On a commencé il y a 1 mois et demi, c'est ça. En fait, depuis le début de la crise sanitaire, on est en lien permanent avec la préfecture et on a toujours dit qu'on était à disposition pour aider. On ne savait pas si c'était aider pour des grandes campagnes de tests. Et puis, on s'est rencontré avec Philippe Guetta, directeur départemental de l'ARS, au cours d'une réunion avec la ministre des Sports, par hasard en préfecture en février. Il m'a recontacté quelques semaines après en me disant « Écoute Xavier, j'ai besoin de l'événementiel de l'OL, on sait que vous êtes réactif, les pompiers nous disent que du bien de vous, on a besoin d'aller vite et d'ouvrir un grand centre permanent rapidement. » Et on a eu 5 jours en fait pour être prêt pour le premier week-end de Pâques, pour vacciner plus de 3000 personnes par jour. Et donc, ça a été le début d'une belle aventure parce qu'on a retrouvé effectivement des sourires sur d'abord nos salariés qui se sont investis bénévolement tout de suite
sur le week-end de Pâques. Ils étaient là, ils ne comptaient pas les heures, ils ne comptaient pas les efforts, parce que quand en 5 jours, vous devez accueillir 3000, 3500 personnes par jour, ça n'a pas été facile sur ce premier week-end. Mais ça s'est mis en place. Et puis depuis, les vaccins arrivent de plus en plus nombreux. Donc on rajoute des jours régulièrement en lien avec la préfecture, le SDNIS, l'ARS. Et puis cette semaine, c'est la région qui est venue en renfort, parce que c'est vrai qu'au départ, on l'a fait bénévolement, mais au bout d'un moment, les bénévoles s'épuisent. Donc il a fallu des moyens financiers aussi pour accompagner ces moyens logistiques. C'est-à-dire que vous avez enclenché le mouvement de votre fête, en fait, sans financement, je dirais, public, en mettant à disposition effectivement la logistique du stade. Et là, la région, et c'est l'actualité, notamment je crois qu'ils ont rajouté une séance de vaccins ce dimanche-là, vient financer, abonder en fait sur l'investissement du vaccinodrome. Vous avez très bien résumé la situation. On a enclenché le mouvement, on a tout fait gratuitement, bénévolement. Maintenant, la région vient en soutien sur les moyens logistiques et administratifs. Sans eux, on n'aurait pas pu continuer à faire autant de jours. On a rajouté un dimanche et pour information, il y a sans doute 6 jours supplémentaires qui vont être ajoutés à partir de la fin de semaine prochaine, avant peut-être de devenir même centre permanent à partir de mi-juin. On a tous envie de retrouver des sourires et c'est vrai que, comme le disait Anne, depuis le début de ce centre de vaccination, il y a 2 types de personnes qui viennent au centre. Les premiers sont ravis de revenir au stade. Ils le connaissaient déjà, mais ça faisait 14 mois qu'ils n'avaient pas pu venir prendre des émotions, vivre des émotions à l'intérieur du stade. Et puis, on a une deuxième catégorie de personnes qui sont aussi nombreuses, qui ne le connaissaient pas et qui découvrent justement l'intérieur, puisqu'en fait, le dispositif vous permet de visiter un peu le stade durant la file d'attente ou la vaccination qui se fait à l'intérieur directement des salons. Donc, c'est un lieu un peu magique. Et j'avais une devise qui était de dire que le Groupama Stadium doit être une machine à sourire, quel que soit le résultat de l'équipe sur le terrain. Et c'est vrai que là, avec les vaccins, il n'y a pas de victoire ou de défaite. Et toutes les personnes qui repartent du stade ont un grand sourire. Et c'est vrai que ça redonne du baume au cœur à toutes les équipes. On travaille aussi avec nos agences d'intérim sur le dispositif, avec les sapeurs-pompiers. Et c'est quelque chose qui redonne du mouvement, qui redonne de l'espoir et qui refait vivre le stade. Donc, c'est un beau projet. Et c'est tout l'écosystème au service de la population, effectivement. Anne. Alors, justement, puisqu'on parle de sortie de crise, qu'est-ce qu'il en est des prochains événements chez vous au Grand Stade ? Alors, comme les intervenants précédents, on attend les décrets. On espère pouvoir rouvrir le Groupama Stadium pour des visites, pour le musée à partir du 19 mai. On attend les confirmations. Bien évidemment, pas de restauration à l'intérieur. On espère pouvoir ouvrir le stade dans son ensemble ainsi que le pôle de loisirs d'Oel Valley dès le 9 juin sur l'ensemble de ses activités loisirs et restauration. On attend ensuite le 30 juin avec impatience, même si on sera dans une période de trêve sportive. Maintenant, Oel Valley est aussi une destination touristique à part entière. On a de nombreuses visites de stades, visites de sites et de musées qui se déroulent tous les étés. Donc, on espère pouvoir faire notre campagne de cet été. Et puis, malheureusement, par contre, les grands événements de juillet ont tous été reportés. Les grands concerts, on avait Rammstein, on avait Indochine, tout ça est reporté d'1 an. Par contre, comme le disait Sylvain, ça nous annonce des années 2022-2023 très chargées. Oui. On est déjà complet en termes de concerts sur la période juin-juillet 2022 et on est presque complet sur juin-juillet 2023. Il devrait y avoir des annonces de matchs de l'équipe de France aussi très prochainement à la rentrée de septembre. Donc voilà, l'éclaircie est là, la campagne de vaccination devrait aider. Et puis on attend le protocole sanitaire, l'utilisation du pass sanitaire, puisque de ce que j'ai compris, les grandes jauges, les jauges pleines pour cet été devraient être sous condition de présentation du pass sanitaire, c'est-à-dire vaccin, test ou immunité via la présentation d'un test sérologique. Donc on attend tous ces critères-là, mais on espère rapidement pouvoir de nouveau remplir le Groupama Stadium et faire vivre Oel Valley. Avec grand plaisir. Merci Xavier pour cette intervention et toutes ces informations. Et je pense que beaucoup vont avoir envie d'aller se faire vacciner au Grand Stade. Je peux même en témoigner et je peux vous féliciter sur l'organisation, la fluidité de la circulation au sein du vaccinodrome, parce que j'y étais hier. Donc bravo Xavier pour le boulot qui est effectué au sein du vaccinodrome du Groupama. En président de boxe ou dans le club des 100. Exactement, on visite des lieux qu'on n'a pas l'habitude de visiter. En tout cas, je rappelle, Xavier Pierrot était avec nous, directeur
directeur général adjoint en charge du stade et du projet Arena chez OL Group. Et on vous dit bon courage et à très bientôt, en tout cas, sur le plateau d'Event Again, éventuellement. Merci Anne pour cette séquence. On passe tout de suite à la séquence de grands témoins à nouveau. Yves est à mes côtés pour mener cet entretien. Bonjour Yves, nous recevons donc Christophe Cabrol. Vous êtes responsable marketing communication corporate chez Biomérieux. Bonjour Christophe et merci d'être à nos côtés, avec plaisir. Je vous propose de présenter, même si on connaît le groupe évidemment de réputation, et puis c'est un local, mais le groupe Biomérieux, l'activité, puis votre fonction aussi au sein du groupe. Avec plaisir, merci. Le groupe Biomérieux est effectivement un groupe lyonnais bien connu, puisque aujourd'hui la famille Mérieux est toujours à la tête de cette fabuleuse entreprise qui a une histoire tout à fait incroyable dans le paysage lyonnais à bien des égards. D'abord, c'est une histoire, une aventure scientifique qui dure depuis maintenant plus de 4 générations. Donc c'est assez unique. Et puis des avancées du coup médicales aussi qui sont fondamentales pour la santé publique. Donc le groupe Biomérieux, dont le siège est basé à Marcy-l'Étoile et qui appartient à ce qu'on appelle l'Institut Mérieux, qui est du coup la maison mère dans laquelle vous allez retrouver tout un tas d'entreprises qui œuvrent toutes dans cette même dynamique. Et puis aussi bien connue, et c'est important de la citer, la Fondation Mérieux, qui œuvre à de très nombreuses œuvres caritatives dans son activité au quotidien, et la famille Mérieux est très 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 attachée à tout ça. Donc c'est une grande fierté que de pouvoir participer très humblement à tout ça. Donc participer en tant que responsable marketing communication corporate. Moi je travaille du coup chez Biomérieux et mon activité événementielle est focalisée sur toute la partie marketing. Vous allez retrouver d'autres parties événementielles aussi dans l'univers Biomérieux et en particulier avec la communication corporate et l'événement dont parlait Sylvain tout à l'heure au centre de congrès, effectivement est un événement qui était, je rends les honneurs à ma collègue Sylvie de la communication corporate qui a porté et œuvré pour ce très très bel événement. Ok Christophe, donc merci d'être avec nous. Alors bien sûr ma question est toujours identique avec nos invités, mais en tant que responsable marketing événementiel, comment s'est passée cette année et ces mois où j'imagine que tu as pu annuler ou reporter que bâtir. Donc explique-nous un peu comment ça se passe, parce que on sait que le secteur médical, et Dieu sait si Mérieux, comme tu le dis, est un fleuron de la région, vous êtes friand de séminaires, de colloques, de manifestations, de congrès. Donc voilà, comment ça s'est passé? C'est très vrai Yves ce que tu dis, et l'année 2020, pour faire quelques mots sur ce qui s'est passé en 2020, a été une année que je pense personne n'imaginait, en tout cas jamais j'avais imaginé qu'un jour j'œuvrerais en fait à travailler d'arrache-pied pour annuler tout ce qu'on avait fait avec les équipes pendant des mois avant. C'était difficile, c'était compliqué, d'abord parce que pour nous l'événementiel, même s'il y a un côté plaisir dans ce qu'on fait, ça reste aujourd'hui quelque chose, un outil qui œuvre à une dynamique commerciale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'événementiel par plaisir, on fait de l'événementiel parce qu'on a des besoins, des objectifs marketing, de promotion de nos produits. Ça correspond à une politique. Voilà, ou de formation des équipes en interne, on a besoin de travailler ensemble, de se retrouver, etc. Donc tout d'un coup, on a travaillé pendant des semaines à détricoter tout ça. Et très vite, il a fallu trouver des alternatives parce qu'on ne pouvait pas rester sans rien. L'activité, on a la chance d'être dans une entreprise qui a été très active, d'abord sur la pandémie, puisque des tests ont été développés en un temps très court. C'était nécessaire pour la santé publique. Et puis, c'était aussi nécessaire qu'on continue nos activités parce qu'il y a des innovations qui arrivent et on continue à avoir des tests à promouvoir et des nouveautés, des innovations qui sortent. Donc l'activité marketing, elle se poursuit. Et il a fallu réinventer notre métier. Et c'était ça l'enjeu majeur. Effectivement, on a eu la chance que tout ceci arrive en 2020 et 2021, et on avait des alternatives techniques. C'est-à-dire qu'on a pu passer, tout le monde en parle, à la sphère digitale. On a digitalisé nos événements. D'abord en interne, parce que c'était plus facile de le faire, on avait une totale maîtrise de tout cela. Vous aviez déjà les outils en fait, ça va pas on n'avait pas forcément les outils, même si effectivement on a chez Biomérieux la chance d'avoir
un peu de matériel et des espaces en interne qui nous permettent de faire un certain nombre de petits événements. Mais c'était plus facile à organiser puisque vous maîtrisez votre audience et vous maîtrisez l'intégralité de la chaîne d'organisation. Même si après, vous allez avoir besoin de tout un tas de partenaires pour vous aider. Mais c'était plus facile à faire. En revanche, quand on fait de la communication à l'externe, par exemple, quand on sponsorise des congrès, que le congrès est annulé, comment on fait pour aller voir et continuer à promouvoir nos produits auprès de nos clients? Surtout que et ça, c'est un vrai enjeu. Et le nombre de participants est pas... Voilà, c'est pas une réunion Zoom à 10 personnes. Alors, effectivement, nous, on participe régulièrement à des congrès qui rassemblent plusieurs milliers de personnes, comme tout un tas de congrès d'ailleurs, hein, ce n'est pas spécifique au médical, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et comment on remplace cela? Les organisateurs de congrès en 2020 ont été pour beaucoup contraints d'annuler, purement et simplement. Pour 2021, effectivement, on en travaille à digitaliser cela en collaboration avec les organisateurs de congrès. On réinvente clairement nos manières de faire et notre métier et comment on va toucher nos clients. Alors justement, vous réinventez effectivement votre manière de faire, donc ça, c'est une manière de réinventer son modèle économique. On a parlé ensemble en préparant l'émission, justement la chaîne de valeur en fait, hein, autour de l'événementiel, les liens avec les partenaires, etc. Aujourd'hui, comment ça se reconstruit finalement ? Alors, effectivement, on travaille effectivement en collaboration avec tout un tas de partenaires avec qui on avait l'habitude de travailler. Beaucoup ont aussi, comme nous, très vite réinventé leur métier. Et ça a été fort utile puisqu'on a eu besoin d'eux, et en particulier, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, finalement, devient la norme pour tout le monde. Ça ne l'était pas forcément il y a encore quelques mois de cela. Donc, on s'est appuyé aussi sur le savoir-faire d'un certain nombre de partenaires et de prestataires. Et c'était important. On avait un petit peu parlé aussi avant, et je pense que c'est important de le dire. On a recruté quelqu'un en octobre dernier dans l'équipe événementielle, ce qui est finalement assez incroyable dans ce contexte. Mais tout simplement, ça illustre le besoin qu'on a. Voilà, on a ce besoin d'avoir quelqu'un qui aujourd'hui travaille exclusivement sur la production de contenu. Et c'est un besoin qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça va se pérenniser clairement dans le temps, parce que effectivement, notre approche des choses va changer. Elle est déjà en train de changer. On va s'adapter. On s'est adapté une première fois, on va s'adapter dans le futur, en particulier en pérennisant un certain nombre d'activités digitales, même si l'activité présentielle est quelque chose que l'on souhaite retrouver, comme tout le monde, le plus vite possible. Mais tout à l'heure, tu me disais que effectivement, tout le monde souhaite retourner au présentiel, et Dieu sait que c'est important pour tous les métiers et tous les acteurs qui nous écoutent. Tu me parlais tout à l'heure qu'il y a quand même un congrès qui allait se préparer avec 12 000 participants, qui ne se fera pas en présentiel, mais c'est une problématique aussi de le réaliser et de le développer en digital. Donc comment ça se passe concrètement? Alors ça, c'est des enjeux majeurs, puisque typiquement les congrès, on n'est pas organisateur, nous ne sommes que sponsors, c'est-à-dire que derrière, il y a des associations scientifiques qui portent ces organisations de congrès et qui s'appuient des fois avec un certain nombre de partenaires logistiques qui ont le savoir-faire technique pour organiser cela. Et ces associations ont leur propre carnet d'adresses d'une certaine manière. Absolument. Et c'est là où on travaille en collaboration, justement. Ils ont besoin de soutien et eux, ils ont la connaissance des réseaux médicaux qui nous permettent de rencontrer des clients sur ces congrès. C'est pour ça qu'on va sur un congrès. On rencontre des professionnels de santé qui viennent nous voir aussi, où on leur vante tous les mérites de nos innovations. Effectivement, ces congrès-là, 12 000 personnes en présentiel. Cette année, le congrès, évidemment, il n'a pas lieu en présentiel. Il a lieu en digital. Et c'est là tout l'enjeu. Et là, je suis incapable de vous répondre. Quel sera le succès de cet événement qui a lieu début juillet? J'en sais rien. C'était difficile à imaginer. Déjà qu'on affiche 20 portraits sur notre écran, là on va avoir 12 000. C'est vraiment l'enjeu. 2021 est une année test. On a subi 2020. 2021, on l'a subi un peu moins dans le sens où on était un peu préparé, donc on a pu travailler en se disant comment on fait autrement. Et du coup, maintenant, c'est l'année test. Alors pour revenir sur un marché qui est à une autre échelle, qui est le marché de beaucoup de nos participants et de nos adhérents, basiquement, en franco-français, le séminaire, quels sont les projets? Est-ce que pour toi, le séminaire, ça va repartir tout de suite en présentiel dès septembre, ou est-ce que vous laissez un laps de temps? Alors, je pense que plus c'est local, plus ça va pouvoir repartir assez vite. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Ouais, tout le monde aime bien l'entendre. Voilà. Clairement, le message que je peux porter aujourd'hui, c'est que oui, bien sûr, les entreprises ont aussi besoin de revenir aux fondamentaux du présentiel. Ça, c'est une évidence. Pour autant, les entreprises ont aussi nécessairement
le devoir de protéger leurs collaborateurs en mettant des règles en place qui leur permettent d'assurer la sécurité des collaborateurs. Donc oui, ça reviendra dès que l'environnement réglementaire, sanitaire le permettra. Pour autant, les plans se font aussi avec une certaine échéance, donc on ne prévoit pas, même si des fois je sais que certains de nos partenaires ont un peu cette impression qu'on arrive un peu tardivement avec les briefs, etc. Mais en fait, ils sont prévus d'un certain nombre de mois à l'avance, on ne peut pas forcément les divulguer. Donc on aura peut-être un petit laps de temps entre le go des autorités et le moment où, oui, on va renvoyer des briefs, mais ça va revenir. Et plus ce sera local, plus ça va revenir vite. À l'inverse, moi, sur mes activités qui sont des activités corporate, donc toujours internationales, toujours intercontinentales, je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer dans les semaines prochaines, et peut-être pas en 2021, des événements présentiels avec mes collègues brésiliens, américains, japonais, chinois, australiens, rassemblés au même endroit. Ça, il faudra sans doute un petit peu plus de temps. Alors justement, vous avez une vision assez claire de ce qu'on appelle l'hybridation. Aujourd'hui, on y met un peu tout et son contraire. Comment vous percevez l'hybridation au sein d'un groupe comme Biomérieux aujourd'hui ? Alors ça, on s'est très vite posé la question en fait. Sur des événements qui ont eu lieu en particulier en novembre, on s'est posé la question de l'hybridation. Bon, très vite, finalement, une nouvelle vague est arrivée, donc même en France et en Europe, ça a été compliqué. Mais au début, on a travaillé sur ce projet-là. On aurait pu imaginer avoir quelques personnes rassemblées en France et d'autres personnes qui étaient à travers le monde, du coup, étaient chez elles en téléprésence. Et très vite, on a abandonné cette idée. Tout simplement parce que là, c'était un événement interne. Quand vous faites un événement interne, vous avez aussi du contenu à porter et vous avez aussi du collaboratif. Et ça, le collaboratif, et ça passe aussi par l'émotionnel, de se retrouver, de travailler ensemble, de créer une dynamique. Et toute cette vertu-là, c'est très difficile d'avoir un petit groupe de personnes qui ont la capacité de le faire parce qu'ils sont ensemble. Et après, vous avez X personnes qui sont individuellement chez elles et qui ne vont pas vivre tout ce qu'il y a autour. Et donc, sur ce point de vue-là de l'hybride, honnêtement, je pense que ça n'ira pas bien loin. Oui. En revanche, et c'est là où j'y crois vraiment très fortement, l'hybride régionalisé, encore une fois, ça je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer. Et là où vous faisiez par exemple 3 événements mondiaux au même endroit, peut-être que demain on en fera 1 ou 2, et que le 2e ou le 3e, en fait, on aura rassemblé le continent américain au même endroit, les Européens et les Africains au même endroit, et les Asiatiques au même endroit, et on va mettre en duplex tous ces lieux-là. Et puis de temps en temps, on se retrouvera aussi tous ensemble au même endroit. Je pense que c'est des choses qui vont perdurer. Oui, mais vous êtes obligé parce que vous êtes dans un secteur d'activité où effectivement vous faites appel à une multitude de pays. Et donc ça se comprend, ça paraît logique avec les habitudes qui ont été prises. Après, voilà, comme on dit, les émotions ne passent pas par le digital. Et on est d'accord avec ça. Tant que le présentiel pourra reprendre, ça sera mieux. Après, encore une fois, je parle d'un secteur d'activité que je connais bien. Peut-être que d'autres personnes, d'autres secteurs d'activité n'auraient peut-être pas le même discours parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, en fait, tout simplement. Pour finir, donc, ça vous demande aussi de retravailler les plans de communication, d'une certaine manière, auprès de vos cibles. Et comment ça se reconstruit, ça aussi ? Alors, je ne vous donnerai pas notre plan stratégique. Non, mais opérationnel peut-être. Mais oui, certes. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on sait que, en tout cas, pendant un certain nombre d'années, ça ne sera sans doute pas comme avant. Pour tout un tas de raisons. Et vous comptez sur plusieurs années même. Oui, sans doute, inévitablement. Que deviendra un congrès mondial de 12 000 participants ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Et à quelle date ? Et si jamais on voulait le refaire, quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire ? Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui. Et puis la situation nous a, je pense, aussi beaucoup responsabilisés les uns et les autres. J'en veux pour preuve, pardon, mais cette dynamique que vous avez aujourd'hui, que je trouve formidable, de là où hier beaucoup étaient concurrents, on ne se voyait que comme clients et prestataires, etc. Moi, je trouve ça génial aujourd'hui de se dire que finalement, comment on retravaille ensemble, on se serre les coudes, etc. Alors, on ne pourra pas donner du travail à tout le monde, mais il y a plein d'annonceurs sur la place lyonnaise qui feront ça. Et je pense que l'organisation de
La communication événementielle demain, c'est pareil. Comment tous ensemble, on réinvente à notre niveau nos manières de faire pour répondre aux enjeux sanitaires et pour répondre aussi à nos enjeux business, parce que derrière, ne nous l'aurons pas, hein, c'est ça. Hein, on a besoin c'est un business de promotion et on a besoin de cela. Donc ensemble, on travaille à trouver des solutions. Ce qu'on est content, c'est de savoir qu'il y a des briefs en réserve qui sont faits, qui vont sortir bientôt, mais on ne sait pas quand. À voir. C'est pas les idées qui nous manquent. Suspense, Voilà. très Merci bien. en tout Merci cas. pour ce mot de conclusion. Merci à Merci vous. Christophe d'être venu sur le plateau d'Event Huggen. Merci Yves pour tes questions. Il était temps, vous l'attendiez, nous passons à notre rubrique actualité de votre association. Merci encore. Bien évidemment, tous les briefs seront réservés aux membres de l'association Event Huggen. Soyez bien à l'écoute. Olivier, bienvenue. On va balayer un certain nombre de sujets, hein, actualité dense et riche au sein de l'association Event Huggen, notamment au niveau de la région. Et il y a eu une demande de subvention de fait. Oui, alors pour faire rapidement, on a demandé, donc en lien avec nos camarades de Savoie, Haute-Savoie, donc de Savoie Event, une subvention de 10 000 € pour chaque association à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On attend la réponse. Enfin, on a déposé cette demande il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Hein, donc, je pense qu'on aura une réponse d'ici 15 jours. Très bien. Sur un plan communication, il y a quelque chose aussi. La région a. Enfin, on en avait parlé plusieurs fois, on s'était plaint de cette absence de réaction de la région qui l'a bougé et qui est partie aussi, comme la métropole, sur un plan de communication. De sortie de crise pour aider, pour redonner confiance aux entreprises pour qu'à nouveau elles fassent des événements. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de riche, c'est-à-dire qu'on aurait 2 communications différentes sur un seul territoire. Là, je parle d'une autre, c'est-à-dire le Rhône et proche Rhône, qu'il y ait une communication 73, 74, 38, 01, etc. OK, mais là, sur le territoire de la métropole, si on a 2 communications, 2 visuels, 2 messages, c'est un petit peu dommage. Donc, on est en train de... C'est fou quand même comme situation, de demander aux 2 entités de discuter. Donc, je suis là-dessus, mais voilà. Donc, bon, ça serait un peu dommage. Et j'en profite parce que... Alors justement, c'est ça, il y a un besoin. Oui, puisque en fait, vous savez tous qu'avec la métropole, on a déjà beaucoup avancé. Nous sommes d'ailleurs en phase de shooting photo pour la campagne. J'en profite donc pour faire un appel à bénévoles, un appel à volontaires pour venir. C'est le mardi 17 mai. Voilà, c'est le 17 mai à l'Embarcadère, l'après-midi. Il nous faut 20 personnes. Tous les profils, tous les quotas, hop, et il y en a pour 2 heures environ, de 14h30 à 16h30. Il nous faut une vingtaine de personnes de notre association pour venir et être présents sur des photos pour la campagne de com, pour la filière. Donc venez, super. Venez. Voilà. Encore une fois, je crois qu'Humphrey, on pourra mettre le site internet à la fin, enfin le site, le lien, pardon, le mail, et comme ça vous pourrez vous inscrire. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon, on entrevoit le bout du tunnel, en tout cas on l'espère, mais au niveau des aides, il y a encore des questions, qu'en est-il ? J'ai échangé, bien évidemment, avant cette visio avec nos amis de l'Unimev. Je ne vais pas revenir sur toutes les jauges, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses déjà à nouveau qui circulent sur les fonds de solidarité. Qu'en est-il de leur prolongement ? Est-ce qu'ils sont jusqu'à là, fin mai, fin juin, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai entendu 2 choses, soit fin août, soit septembre. Déjà, il y a 2 choses différentes. L'Unimev me dit, et je vous donc le transmets, qu'aujourd'hui, les aides sont prévues a priori jusqu'à fin août et que l'Unimev demande à ce qu'elle soit prolongée jusque fin décembre. Alors, bien évidemment, septembre-décembre, il y aura des calculs, des modes de calcul revus, des pourcentages de perte de chiffre d'affaires revus, parce que j'ose espérer qu'on aura tous à nouveau un chiffre d'affaires supérieur à ce qu'on a vécu récemment. Donc, il y a un travail là-dessus, sachez-le. Si vous avez des idées, faites-les remonter, parce que c'est un peu flou. Voilà. Et de la même manière, pour le chômage partiel, on n'a pas d'infos précises sur la suite du chômage partiel, en tout cas pour notre filière.
Alors, en parlant d'infos, au hasard de quelques lectures, on va dire, sur Internet, on s'est rendu compte qu'il y avait une tenue de concert test qui était prévue sur le territoire national dans certaines villes, Saint-Malo, Paris, Marseille. Montpellier, je crois. Les fameux. Alors nous, voilà, c'est... Alors que ça a été un vrai sujet Event Again, pour le coup. J'avoue que là, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Vous savez qu'on porte ce combat depuis 4 mois, qu'on trouvait que c'était intéressant de sortir juste du concert test, mais d'avoir aussi des événements test, parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas les mêmes. Oui, les modalités sont différentes. Et là, on fait pas 1, mais 4 concerts tests. Alors je ne sais pas pourquoi dans des régions, est-ce que pour des élus, je ne sais pas, est-ce que ce sont des terres de festival plus qu'ailleurs, bon j'ai des doutes, mais est-ce que je ne comprends pas, mais voilà, c'est ma modeste personne, pourquoi maintenant faire des concerts tests qu'on demande depuis janvier, pourquoi on les fait en juin alors que 30 juin c'est open bar? Oui. Bon voilà, là, pardon, il faut juste m'expliquer. Non mais voilà, on se questionne. Voilà, nous en tout cas, on nous avait dit oui, votre projet est super, vous allez le faire, et on n'a jamais eu de nouvelles, ni de l'ARS, ni du ministère, etc. Voilà. Bon. On parle du fonctionnement de l'association. Je vais vite, non, mais Assemblée Générale. Oui, alors prochaine. On vous l'avait dit, on souhaite avant les vacances d'été, qui quoi qu'en disent certains seront bien méritées, faire l'AG de notre association parce qu'on a un besoin de vous rencontrer, on a un besoin de discuter avec vous, on a besoin de procéder peut-être à des choses réglementaires. Là, j'avoue que c'est pas forcément la partie où je suis le plus fort, mais voilà, on souhaite vous voir dans une formule qui serait un petit peu ludique. Alors, la date retenue est le mardi 29 juin, ici chez Meetings, avec nos amis de Rossonneau. Voilà. On ferait, a priori, gardez la date, mais a priori, le format serait Assemblée Générale à 14h, une visio à ce moment-là qui aurait lieu après pour tout le monde, ce serait la grande visio du mois de juin, et ensuite on fera un apéro comme on savait faire avant, sur le parking à la cool, voilà, et ça sera super. Et c'est toi qui fais le service. Tu pourras le dire, Michel, à la cool, apéro, etc. Stamboul, il a pété les plombs. Voilà. Michel qui est en coulisses, Lulu sur la colline avec Camille qui viendront donc, juste après donc Olivier. C'est important, pardon, c'est 29 juin, AG, venez, on aimerait vraiment que vous soyez tous là. On invitera, d'ailleurs, je l'ai dit à Céline off, mais le collectif de la clé à venir avec nous. Oui, toujours les synergies. Voilà, l'idée c'est qu'on discute tous ensemble. Tout à fait. Une petite info aussi à propos ou une actualité des appels d'offres rémunérés. Il y a une pétition qui tourne en ce moment. Oui, et ça fait partie des choses dont on veut parler, notamment parce que je pense que si notre association, et c'est notre vœu, perdure, continue, elle doit s'emparer de projets, on va dire, un petit peu autres que le Covid, on espère que ce sera fini, mais parler d'avenir, parler d'aménagement de la profession. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une pétition qui circule actuellement sur la fin des appels d'offres non rémunérés. Faut-il discuter de tout ceci? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut en discuter. Faut-il exiger la fin de cette non-rémunération? Comment, etc. Je trouve que c'est un des sujets parmi lesquels... C'est une bonne question. On peut... Oui, je pense que c'est important. C'est tout ce que représente un travail sur un gros appel d'offres. C'est généralement 70% du boulot qui est effectué. Quand on perd, voilà, c'est pas terrible. Et puis en plus, on a passé du temps. Généralement, on a investi un peu d'argent. Voilà, donc ce sont des éléments dont on pourrait parler tous ensemble pour l'avenir. Très bien. De notre métier, je rebondis encore sur tout à l'heure. La clé. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui. C'est formidable parce qu'on vit vraiment d'une manière générale. On a beaucoup aussi de vos messages. C'est vrai que cette espèce de fraternité, c'est peut-être un grand mot, mais peu importe, j'y vais. Cette espèce de fraternité qui se développe entre tous les membres de la filière, c'est assez encourageant et je pense que ça ne peut que donner du mieux à toutes nos actions dans nos métiers respectifs. Continuons. Très bien. Merci Olivier. On a été complet sur les actualités de l'association. C'est parfait. Merci. Passe sanitaire, non, on n'en parle pas? Non, on l'a déjà dit. Bon, et puis ça reste encore en questionnement, je crois savoir. Pour conclure, nous retrouvons notre duo de Lulu sur la colline avec notre rubrique spectacle. Bonjour. On n'est pas encore. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, pour rendre un petit peu hommage au précédent invité, donc Laurent Cabrol, C'est pas la météo, c'est l'autre. Ah. C'est Christophe, lui.
Ah d'accord, eh ben je ferai quand même la Miss Météo, donc bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 6 mai, nous fêtons aujourd'hui les prudences. Nous sommes le... Sortez masqué, hein. Prudence. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, nous sommes le 126e jour de l'année, plus que 239. Ah oui, puis on attend ça avec Oui. impatience. Hein, Et prudence. Nous aussi. Parce que... C'est les deux sœurs, hein, d'accord. Voilà. Allez, viens là, toi. Viens. Allez, viens. Voilà. Voilà. C'est le chien de Stamboul. C'est ça. Il est comme son maître, il remue la queue toujours. Voilà, il est à la cool. Voilà. Il ressemble au tapis. Alors, à un moment donné, c'est un chien tapis en fait. Hein, ouais. Voilà. Donc, ok, très bien. Donc, on a reçu dans un premier temps donc, un mec qui travaille à Lyon, mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite parce qu'il y a une putain d'accent coupé au couteau. Au début, il fait genre, j'ai pas l'accent, mais la fin, il se relâche et il s'appelle Sylvain Douce. Et pourvu qu'elle soit douce. Ouais, c'est une chanson qui traite de la... Non, faut pas en parler. Mylène aussi, si voilà. tu nous regardes. Donc aussi, c'est donc un des acteurs de la promotion du territoire. C'est en tous les cas, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille chez GL, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a dit encore, voilà. Donc lui, il est content. Il va y avoir un pass vaccinal. Il est super content. Ça lui fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc, il a beaucoup d'activités à Eurexpo, le CIRA en septembre, centre de congrès, qui repart relativement fort. Donc, c'est en fait, les gars, vous êtes mis dans l'événementiel, mais monter une petite boîte d'événementiel, c'était pas le truc. Voilà, monter une grosse boîte avec des grands lieux, là, ça marche mieux. Si vous avez une petite boîte, c'est plus compliqué, en fait. C'est pas la taille qui compte, cela dit. Oui, ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit, pour me rassurer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À partir de juin, donc là, tout ça. Donc, ah ouais, ce qu'il y a bien, c'est que les lieux avant, c'était des lieux qui accueillaient le public, c'était vachement sympa. Maintenant, le premier des arguments de vente, c'est on fait du marquage au sol. Oui. On a des gestes barrières, on fait du gel hydroalcoolique et voilà, on demande le pass sanitaire à l'entrée. Après le reste, s'il pleut dans la salle, on s'en branle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça, c'est bientôt... Ah oui, voilà, ça, on s'en fout, c'était une vanne que j'avais écrite, mais qui n'était pas très bonne. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après, oui, donc on s'est dit, donc, on a donc eu Sylvain Douce. Hein. Oui, pourvu qu'elle soit douce. Voilà, et donc, est-ce qu'il y a un rapport avec Grégory Doucet? Voilà. On peut être en droit de se poser la question, ouais, effectivement. Voilà, parce que aussi là c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup de normes à respecter et donc voilà. Oui. Donc on va faire de l'événementiel responsable. Donc Grégory Doucet, Sylvain Douce. À quand peut-être le prochain? Ce sera Douc ou Dou ou Do et ou D. Voilà, ça finit comme ça. C'est un peu comme ça. On a eu Gaston Doumergue, après on a eu Gaston Doumer. On s'est demandé si on allait avoir Doumer, mais bon. On l'a pas eu. Tout le monde s'en branle. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc, on parlait de réouverture. On a eu qui? On a eu la clé. Ah, oui, voilà. Ouverture, la clé, tout ça. D'ailleurs, on salue Bernard Laporte, le président de la Fédération de rugby. Oui. Voilà. Parce qu'avec la clé, on ouvre la porte. Voilà. Tu l'as ou tu l'as pas? Et on parle bien entendu de l'entraîneur de l'équipe de France, le sélectionneur Deschamps. La clé Deschamps, voilà. Voilà. D'ailleurs, voici les clés. Dans le cas où tu changerais d'avis à ta santé, à tes amours, à ta folie, nanana, 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 nanana. Voilà. C'est donc Gérard Lenormand, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on nous a expliqué que c'était une association nationale, c'était parisien, c'était lyonnais. Et puis après il y a eu Bordeaux, Nice et Strasbourg. Alors bon, parisien on voit à peu près. Moi j'aime bien les Bordelais. Ces Bordelais, en fait c'est des gens qui se prennent pour des Lyonnais, mais ils ont un peu l'accent du Midi. Je peux se remarquer. Parce qu'ils parlent avec l'accent, mais pas trop prononcé, vous voyez, ils restent quand même classe. Hein. Ils sont toujours à deux doigts de mourir comme ça, le Bordelais. Et puis là, au niveau du football, ils l'ont dans le fion en ce moment. Bon, voilà. Nice, Strasbourg, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà. Ils vont ouvrir donc des trucs. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tous concurrents, c'est ça qui est bien dans la clé. Ils sont tous concurrents, mais pourtant, ils sont tous ensemble. Et ça, c'est vachement bien. Oui. Ça, c'est... Attendez que ça s'arrête, vous allez voir.
Ça va revenir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La clé. Ah oui, oui. Oui, le alors, truc, c'est vous, ça c'est qui. ça. Oui. Donc, ils ont effectivement parlé du lundi de l'Inspi. Donc, je tiens à rassurer toutes les personnes qui sont en apnée depuis les lundis de l'Inspi. On a prévu les mardis de l'Expi. Ouais. Donc, vous allez pouvoir souffler. Oui, parce qu'en ces temps de Covid, on sait qu'on a des problèmes pulmonaires et si on fait que inspirer, voilà. Voilà, et nous, on a beaucoup d'inspiration. Oui, c'est pour vous dire. Hein, pour les lundis de l'Inspi. Alors, mon clé, voilà. Bah, nous, on va Voilà. essayer d'adhérer s'il y a moyen. Hein, voilà. Donc, Lucie et Céline, hein, on veut bien être un lieu de l'événementiel à Lyon pour ouvrir. Parce qu'on ne sait plus trop quoi faire parce que là en fait on a un théâtre, vous voyez, on a un théâtre, ça fait à peu près ça fait des siècles et des siècles que les gens ne viennent pas au théâtre en avril, mai, juin, juillet, août et septembre, c'est ce qu'on appelle la période creuse. Donc là les mecs nous disent c'est bon les gars, le 19 mai vous allez pouvoir ouvrir. Ouais. Et ça fait bien plaisir. Alors on peut ouvrir, hein, bien entendu, le problème c'est qu'il n'y a pas un système de vase communicant, le public ne vient pas. Donc c'est pour ça qu'on va commencer le 12 juin, hein, voilà, pas avant, parce que sinon là, les gens, la seule chose qu'ils pensent pour l'instant, on a fait un sondage et on s'est aperçu qu'ils veulent aller en terrasse. Voilà. Et donc nous on n'a pas de terrasse. Non. Voilà. Après on a eu qui? On a eu Xavier Perrault. Oui, alors j'en profite juste pour vous dire Oui. qu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de Eugène Labiche, puisqu'on parlait du théâtre justement, de Achille Zavata, voilà, de Christian Clavier, de Maximilien de Robespierre, Oh la vache. de Maître Gims, et vous allez me dire, et quoi d'autre? Wattel, c'est bien également de Georges Clooney. Bien sûr. Oui, c'est Ouais. l'anniversaire de Georges Clooney et de Anne Parillo. Voilà, joyeux anniversaire à toute cette bande de guélurons. Eh oui, d'ailleurs, Robespierre qui a inspiré ô combien d'Annie Briand avec sa célèbre chanson Suzette. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Suzette. C'est terrible. Après, vous comprenez que les gens, on a beau ouvrir le théâtre, ils ne viennent pas, hein, forcément. D'ailleurs, en parlant de couper la tête, je tiens à dire que le 6 mai 1982, Louis XIV a donc quitté sa résidence du Louvre pour aller s'installer avec la cour à Versailles, donc un palais grandiose. 1682. 1682 J'ai pas dit 1900, non? Ah, peut-être. Voilà. 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 Bon, 1682, effectivement. 1682. Oui, donc on a reçu Xavier Perrault de l'OL. Donc c'est un mec, il est à l'OL, comme plein de gens en fait. Moi, parce qu'on est d'accord qu'à l'OL, à part Jean-Michel Aulas et Memphis Depay, les autres on les connaît pas. Hein. Donc on peut tous dire qu'on est. Moi, je suis assez l'OL, mais bon, je travaille pas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on est quand même. On a parlé donc du cluster, c'est quand même un des premiers clusters au monde. On n'a pas été premier au championnat, mais premier cluster grâce au match Olympique Lyonnais-Turin. Là, il y a eu plein de gens qui sont arrivés avec le microbe et nous, on est devenu le département le mieux pourvu en termes de coronavirus. Hashtag fierté. Hashtag on n'est pas des... Alors, donc on avait gagné donc, ce match contre la Juve. Ça nous a permis, bien entendu, après de les choper après et de leur mettre une tannée en quart de finale. Puis après, on a torché, l'équipe en bleu, là, Manchester City, qui sont donc battables 3-1 chez eux. C'est possible. À Lyon, on sait faire. Il faudra nous demander, les Parisiens. Hein, voilà. Jean-Michel Aulas, on va tous tousser chez toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, alors, on s'est aperçu quand même que, comment vous expliquer, le vaccinodrome, donc il y a eu un vaccinodrome donc, au Groupama Stadium, ça c'est vachement bien, ça vaccine à tour de bras. Alors, sur les 2 doses, alors la question qu'on voulait se poser, c'est au niveau du vaccin, est-ce que c'est comme pendant les matchs, c'est-à-dire que la première dose, ça va? Et après, on commence à perdre pied, vous dire, la première mi-temps, donc ça se passe bien, on perd pied à la deuxième dose, parce qu'à la deuxième dose, c'est là qu'on perd les matchs. Est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce que le bloc équipe et donc le bloc aiguille est bien en place? Et surtout, est-ce qu'il faut changer l'entraîneur, c'est-à-dire Rudy Véran? Voilà. Voilà, bon, c'est pas grave, que comprenne qui pourra. Donc, on a chopé donc Monsieur Cabrol, dont je vous ai parlé au début ce matin. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vrai que depuis cette période de Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait manger bio, mais rien. Non, rieux. Voilà, parce qu'il faut pas la rater. En fait, c'est parce que c'était Marcy l'étoile de rien, où il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai... Il faut le temps que ça s'arrête quand même. Oui, je voilà. crois. Donc, on a donc besoin de 20 personnes volontaires pour un shooting. Alors, bien entendu, on accueille toutes vos candidatures. Simplement, les moches, laissez tomber.
Hein, si vous êtes moche, alors si comme moi par exemple vous êtes fils unique ou vous êtes patron et que personne n'ose vous dire que vous êtes moche, appelez-nous en FaceTime, on vous le dira. Voilà. Voilà, et enfin pour conclure, je terminerai avec la citation du jour qui est de Bonaventure Desperriers. Rien à voir avec la marque. Hein. Ni des boissons. Chut, pas de marque. Oh là là. Il vaut mieux tomber dans les mains d'un médecin heureux que d'un médecin savant. Voilà. Et pour finir, donc, on peut faire des concerts, des concerts tests, hein, c'est ça. Mais c'est trop tard maintenant, hein, Olivier. Et donc nous, on va faire un truc sympa, donc un apéro à l'ancienne, Stamboul à la cool. Stamboul. À la cool Stamboul, voilà. À la cool Stamboul. Ou à la boule Stamboul. Mais là, non, alors il faut faire attention, ça, parce que ça veut dire autre chose. Et là, les gestes barrières sont très respectés. Et là, il n'y a plus de barrières. Et donc le 29 juin à l'ancienne, ça va être sympa. Voilà. Merci beaucoup de Lulu sur la colline pour anticiper la prochaine ouverture des salles de spectacle. Mais je crois savoir que vous avez un événement en ligne très prochainement. Parce que nous, on fait ça. Oui, Vous n'allez pas que faire ça. Hein, non, on espère. Peut-être, enfin, je sais pas, mais moi je vais rester chez moi. Ah d'accord. J'ai un peu peur des autres. Non, alors une date. Moi j'aime bien. Oui, alors le 18 mai. À 17h30, on fait un truc qui s'appelle avec Romain, donc qui nous a fait le déjeuner, du bistrot du Trollet. Bistrot du Trollet. Donc à Tassin. on va faire un truc qui s'appelle Cantoche Fastoche, c'est-à-dire que c'est une émission de télé, et une émission de télé sur la cuisine. On va donner des recettes et tout ça, ça dure 1 heure, et c'est un truc qu'on va commencer. On va faire ça en digital et après on le fera en live et les gens pourront venir déguster ce qu'on aura préparé. C'est vachement sympa, on va rigoler. Enfin, lui va nous donner des vrais cours de cuisine, mais nous on va bien faire les cons. Très bien, c'est original et ça promet. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci encore Lulu sur la colline. Prochain webinaire Event Again dans 15 jours sur vos écrans évidemment. Et surtout, continuez à nous suivre sur la page LinkedIn pour rester au contact de votre association Event Again et nous écrire à l'adresse suivante eventagain.asso@gmail.com. Ça s'affiche sur vos écrans. Bonne journée à tous. On reste en contact. À très bientôt.